bienvenue dans Top Sport. C'est parti pour une vingtaine de minutes. Au programme du handball, parité respectée. Nous avons suivi les filles de l'ASPTT Strasbourg et les garçons de l'ESAB. Du basket avec le derby de National 1 entre Kaysersberg et Mulhouse. Et puis le meilleur du squash français à Mulhouse pour la deuxième journée des interclubs masculins. Et on va parler, ça va aller vite, on va parler roller dans cette émission. On va vous faire découvrir cette discipline qui envoie sacrément. Bonsoir Stéphanie Gucci. Bonsoir. Vous êtes championne de France de roller, vous êtes également entraîneur du club de Bischheim, le Bischheim Tout à fait. Speed Skating. Bischheim Strasbourg Skating. Strasbourg Skating, n'importe quoi, monsieur Chambillard. On connaît tout le monde la pratique, on va dire loisir du roller. Vous êtes le versant compétition. Voilà. On peut d'ailleurs en voir quelques images. Ça existe en différents formats, en extérieur, en intérieur. En indoor, en gymnase, en extérieur, sur piste, sur circuit routier, sur route beaucoup plus grande avec des circuits. Donc ça veut dire sur sprint, voilà, tout à fait, sur des distances allant de 100 mètres à 103 km. 103 km, c'est 103 génial. km. Déjà, ça me plaît. Dont du marathon, notamment. Dont du marathon, qui est une distance officielle en championnat de France, d'Europe et du monde. On peut dire quand même en combien de temps ça se boucle en roller, un marathon? Alors pour les hommes, à peu près 1 heure. 2 fois plus vite que les Kenyans. Comme ça. On a vu sur les mettre images. des roulettes. Alors moi je vous emmènerai à Bischheim, on est allé en salle parce qu'évidemment il fait un petit peu froid pour faire un marathon dehors. Enfin voilà, Marine, on va parler de ça tout à l'heure. On commence avec des nouvelles de Sébastien Loeb. Oui, dehors c'est ça. Lui aussi. Oui, il participait ce week-end au rallye du Var pour la 9e et dernière manche du championnat de France. Une course qui a été chamboulée par les inondations qui ont touché la région. 98 km ont été chronométrés au lieu des 234 prévus. L'Alsacien s'est imposé pour la 4e fois sur ce rallye avec à ses côtés un copilote inhabituel. D'habitude, c'est Daniel Elena qui est à sa droite et puis là, c'est sa compagne et puis on le voit là, ils ont publié une photo en soutien aux personnes touchées par les inondations. Oui, on a vu sur les images, c'était un petit peu humide. Oui. Il y avait beaucoup d'eau sur les routes, effectivement. Allez, je vous emmène au gymnase des Malteries. On parlera handball féminin, handball masculin pour commencer avec en Pro League, la 2e division nationale, les Sables, le plus grand Jetzketzlos de toute l'Alsace, derrière le but des Niçois, Nice en gris. C'est un concurrent direct des Strasbourgeois pour le maintien. Les Strasbourgeois en bleu qui, eux, devaient se faire pardonner leur élimination en Coupe de France chez un club de division inférieure. Nice qui est devant, 7-4 en début de match. Le lob raté côté niçois réussi pour les Strasbourgeois qui ont performé en fin de première mi-temps. Ils étaient menés 2-3 buts. Ils vont passer devant avant la pause. Le jeu rapide de Bonamberger qui emmène le gardien avec lui. Et sur le buzzer de la mi-temps, ce coup franc dévié qui finit au fond. 3 buts d'avance pour les Bleus de Denis Latou à la pause et un gros début de seconde période pour les Alsaciens qui vont coller un 7-1 aux Azuréens. En plus en défense, Romain Mathias dans les buts continue de faire des merveilles. Vous avez vu tout à l'heure le tir à la hanche de Bonamberger à nouveau. Les ailiers strasbourgeois sont en feu, le jeu rapide en compte Andrei Mika pour donner 10 buts d'avance aux Strasbourgeois qui déroulent tranquillement en fin de match et qui vont finalement s'imposer 30-23 contre un concurrent direct donc pour le maintien. Victoire avec la manière contre un concurrent direct donc, et victoire savourée comme il se doit par les Strasbourgeois sur leur parquet. Au classement, vous le voyez, Célestat qui a gagné à Massy, le co-leader devant d'un petit but, d'un petit point. Les Strasbourgeois qui prennent leur distance avec la zone rouge. 6 points d'avance déjà sur le 13e Valence puisque les 2 derniers redescendent en National 1. Un beau pas de fait déjà pour le maintien qu'il faudrait valider à l'extérieur. Les Sables qui est invaincu à domicile mais qui s'incline systématiquement à l'extérieur. Il faudrait y remédier. Écoutez Yvan Gérard à ce sujet. L'ailier célestadien à hauteur d'un joli 9 sur 10 au tir vendredi soir. On joue de manière plus intelligente ici qu'à la maison, alors qu'il n'y a aucune raison, ici qu'à l'extérieur, pardon, alors qu'il n'y a aucune raison. C'est le même terrain, c'est la même balle, mais c'est vrai que pour l'instant, à l'extérieur, on subit un peu plus le rythme des matchs et c'est ce qui nous fait défaut pour le moment. Mais on va changer ça dès samedi prochain. Samedi prochain, ça sera du côté de Dijon pour les Sabs. Notez sur vos agendas, par contre, Célestat reçoit Nice vendredi 20h30 au CSI. On parle basket Marine avec un derby en National 1 côté Orinois. Oui, il y a beaucoup de clubs dans le Bas-Rhin. En Pro B, on connaît le club de Grise, de Souffle. En Pro A, il y a celui de la SIG. Et bien là, nous avons fait un tour dans le Haut-Rhin avec ce derby entre Kaysersberg et Mulhouse. Ça se passait dans la salle Faller, donc à Kaysersberg, avec des tribunes bien bondées, des spectateurs chauds bouillants. Sur le parquet d'un côté, le promu Mulhouse en bleu, vous voyez à l'image, qui s'acclimate plutôt bien à la 3e division nationale et qui pointe au milieu de classement. De l'autre côté, en face, en blanc, Kaysersberg, où ça ne va pas très fort, avec 2 victoires à peine pour 10 défaites en championnat. Et il n'y aura pas vraiment match dans ce derby, largement dominé par les Mulhousiens, qui étaient solides en défense et adroits en attaque. Les joueurs de Jean-Luc Monchot ont pris le large dès le début de la rencontre, avec une dizaine de points d'écart qu'ils ont réussi à maintenir à la pause. Et vous voyez là, avec ce 3 points de
de Quentin Dill à l'image. Eh bien, ils en ont enchaîné 3 comme ça en début de 3e quart-temps, ce qui leur a permis de cumuler 18 points d'avance. Et puis ensuite, eh bien, la fin de match, elle était toujours à l'avantage des Mulhousiens qui remportent donc ce derby 89-68. Elle permet donc aux Mulhousiens d'équilibrer leur bilan. 6 victoires, 6 défaites. On écoute justement leur meneur. L'atmosphère est bouillante, surtout dans cette salle avec un très beau public. Et voilà, même les tribunes très proches du parquet, etc. Ça reste un derby. Et puis on avait à cœur de le prendre, mais on l'a abordé comme un match de championnat qu'il fallait gagner, pas spécialement différemment. Et voilà, ça nous a réussi aujourd'hui et tant mieux. C'est un petit peu moins la joie du côté de Kaysersberg qui pointe du coup à l'avant-dernière place du classement. Il y a des failles du côté de la défense. Écoutez l'entraîneur de Kaysersberg. Je prends une grande partie de la responsabilité de ce qui nous arrive. On a fait des choix tactiques, défensifs, qui visiblement sont quand même à remettre en question sérieusement. Il faut qu'on défende autrement et qu'on arrête d'encaisser autant de points en une mi-temps. Ce soir 45, la semaine dernière à 48 points à la mi-temps. Et on n'arrête pas. À Besançon, il y en avait 44 d'encaissés. Donc c'est des matchs où en fait en encaissant autant, il faut être adroit, il faut marquer beaucoup de points. Mais sur 40 minutes, c'est trop long. Prochain match donc pour Kaysersberg ce samedi à Andrézieux. Et de son côté, Mulhouse recevra la Charité vendredi soir. Allez, un petit coup d'œil sur ce qui se passe en Pro A du côté de la SIG qui joue à Boulazac ce soir, mais petit coup d'œil dans le rétro, il y avait 2 matchs en 3 jours pour les Strasbourgeois. Regardez, ça se passait samedi soir du côté du Mans à Antares, les Strasbourgeois en rouge, emmenés notamment par leur nouveau meneur, l'américain Scotty Reynolds, tout juste qualifié pour son premier match. Il a joué 24 minutes, passé 9 passes décisives quand même, et rajoutez-y 6 points. Les Strasbourgeois qui ont fait bonne figure. Travis Trice, leur autre meneur américain, était lui de retour des États-Unis après la naissance de son enfant. 22 points pour lui, les meneurs strasbourgeois s'en sont bien sortis, et la SIG qui renoue avec la victoire, ou plutôt qui continue sa série de victoires en championnat, puisqu'en Coupe d'Europe c'est beaucoup plus compliqué, mais 4e victoire consécutive en championnat pour la SIG qui équilibre son bilan à 5-5 et qui est donc à Boulazac ce soir pour le championnat toujours. Et puis coup d'œil sur quand même l'extraordinaire début de saison de Souffle en Pro B. Souffle promu au 2e échelon national. Regardez, les images sont pas très belles, mais il fallait quand même qu'on vous les montre. Souffle qui a compilé une 6e victoire consécutive en Pro B en 7 journées, 1 victoire, 6 défaites. Souffle, 6 victoires, 1 défaite. Souffle qui est leader avec le plus petit budget, la plus petite masse salariale de la division, très loin des favoris que sont Paris, Rouen, Nancy ou encore Antibes, les relégués de l'élite. La belle histoire continue pour les hommes de Stéphane Eberlin, vainqueurs 90-77 à l'extérieur, et qui sont donc plus que jamais la belle surprise et les trublions de la division dans ce début de saison. On les retrouve eux sur leur parquet ce samedi, Marine. Et puis on va parler maintenant en roller avec notre invité Stéphanie Guetsch. Vous êtes vous êtes championne de France de roller et puis vous êtes aussi entraîneur au club de Bischheim. Mathieu, vous êtes allé découvrir la discipline ce week-end. Ouais, j'ai rajeuni parce que c'est le gymnase de mes années lycée. Je vous emmène au parc des sports de Bischheim, c'était il y a quelques années. Regardez, ça se passe donc en salle, notamment évidemment l'hiver, des courses sur différents formats. Alors là, en l'occurrence, on fait le circuit le plus large qu'on puisse faire dans une salle de handball. Beaucoup de monde, près d'une centaine de patineurs venus de plusieurs clubs de la région. Différents types de courses, départ arrêté avec très peu de tours de circuit à parcourir, ou alors un peu comme au Keirin, si vous connaissez le cyclisme sur piste, ce qu'on appelle la mobilette au Keirin qui est en jaune. On peut se placer derrière lui, et à un moment il s'écarte et puis on peut enchaîner, et effectivement ça va vite, très vite. Il y a aussi des chutes de temps en temps, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a des tapis et des protections tout autour de la piste. C'est quelle vitesse on atteint, Stéphanie, sur ce genre de piste? Alors, on va un peu moins vite là en salle, mais oui. En extérieur, jusqu'à combien Alors, en salle, je pourrais pas dire, j'ai pas trop d'idées, effectivement. En extérieur, on atteint facilement les 40 km/h en sprint, même sur une piste. Et puis, sur route, on peut aller beaucoup plus vite. Puisque, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les hommes, ils bouclent le marathon en 1 heure, donc 42 km/h. C'est facile. Et ils finissent facilement les sprints, si c'est du plat, à 60, sans problème. 60 km/h, c'est quasiment comme du vélo, quoi. Sachant qu'en extérieur, on a des pistes aussi avec des virages un petit peu relevés, comme le cyclisme sur piste également. Tout à fait. On a des courses sur des circuits routiers fermés, donc c'est une petite route de 300-400 mètres, ça ressemble à une route. Et on a des pistes qui ressemblent un petit peu à un vélodrome, mais c'est nettement moins incliné, avec un revêtement un peu spécifique pour avoir un peu d'accroche.
Alors, si vous regardez bien les images hein, on est en train de vous passer, on voit que c'est des patins assez spécifiques aussi évidemment à la vitesse. Qu'est-ce qui les différencie des patins classiques de monsieur et madame tout le monde? Tout à fait, c'est des patins qui sont un petit peu plus bas, qui nous permettent d'avoir un peu plus de maniabilité et de marge de manœuvre. Ils sont également en carbone, donc toute l'énergie qu'on peut mettre dedans est retransmise dans la poussée et donc dans l'efficacité. Les roues en course sont également assez grandes par rapport aux patins, on va dire, de monsieur tout le monde qui pratique en loisir. Nous, on a des roues plus grandes, c'est un peu comme les vitesses à vélo. Plus on met une grande vitesse, plus on peut aller vite, voilà. On a vu des chutes, c'est protection obligatoire, j'imagine. Il y a les casques. Les casques, notamment. c'est de toute façon obligatoire. Après, le reste des protections, en fait, ça dépend des catégories. Chez les petits, plus on est petit, plus on a de protection obligatoire. Voilà, et puis chez les grands, mais il n'y a plus que le casque qui est obligatoire. Je leur conseille fortement de porter encore des gants pour au moins protéger comme à vélo, quoi, parce que... Et comment est-ce qu'on peut éviter alors ces chutes, ou qu'est-ce qui provoque les chutes? Alors, comment on peut éviter les chutes? On apprend tout au début à l'école de patinage à chuter, en fait. Oui. On apprend à éviter les chutes en apprenant de l'agilité, à sauter, à éviter, à tourner rapidement. Mais ça arrive, Et, ça fait partie du... ça fait partie du jeu, donc on apprend à chuter. Tout simplement, à utiliser les protections qu'ils ont quand ils sont petits. Et après, plus les patineurs sont agiles et alertes sur le patin, moins ils vont chuter. Après, c'est inévitable, on est en peloton, on a pu le voir sur les images, on est assez proche, des fois on est 3 de front, 10 derrière, les patins se touchent, on se cogne un petit peu et puis on va par terre, voilà, ça fait partie du jeu. Dans les épreuves qu'on retrouve, il y a comme dit tout un catalogue aussi, ça fait un peu penser au cyclisme sur piste, pour ceux qui connaissent, juste un focus, parce qu'il y avait pas mal d'épreuves de keirin, vous l'appelez comme oui, sur piste. Oui, tout à fait. On va voir les images, il y a donc on l'appelle mobilette aussi, comme vous l'appelez. Oui, tout à fait, on l'appelle la mobilette, il n'y a pas de nom jaune. officiel. En fait, le principe, c'est un départ lancé, au début, il faut respecter les positions, après... tant qu'on reste derrière le leader, on peut se doubler pour bien se placer. Et à un moment, il s'écarte et la course est lancée. C'est très tactique, du coup. C'est très tactique. En fait, on a mis ce format-là sur cette course parce que l'objectif, c'est justement de former les jeunes patineurs, de les apprendre un petit peu à se frotter les uns aux autres, à se replacer, ce qu'ils ne font pas forcément naturellement dans les autres courses. Donc là, on les y oblige parce que celui qui part tout derrière, s'il ne s'est pas replacé, il ne peut pas gagner la course, quoi. On peut poser la main sur le... On a le droit de poser la main, on n'a pas le droit de pousser. Voilà. On a le droit de poser la main. En fait, on a droit au contact à partir du moment où ça ne déséquilibre pas les autres patineurs. Okay. Oui, parce qu'à un moment donné, si j'arrive, j'ai plus de vitesse, si je pose pas la main, je lui rentre dedans. Voilà, donc il faut bien, on a le droit effectivement à des contacts, mais on n'a pas le droit de se bousculer, de se faire chuter. Sinon, c'est quoi? C'est élimination? Comme on reçoit des avertissements, ça ressemble un petit peu à tous les autres sports, et au bout de 3 avertissements, on est éliminé. Voilà. Restez avec nous, Stéphanie, on continue de parler roller dans un instant. Je vous emmène d'abord du côté de Mulhouse, en salle là aussi. On va parler de squash. Regardez ces images de Gilles Kuhn, c'était ce samedi la suite et le premier match à domicile pour Mulhouse en National 1. C'est le plus haut niveau français. Mulhouse, quintuple champion de France, mais détrôné la saison dernière par Montpellier et qui va donc essayer cette saison de reconquérir sa couronne de champion de France. Les Mulhousiens en blanc, alors c'est un format de championnat où on a des espèces de plateaux, 2 matchs au menu ce week-end contre Valenciennes où les Mulhousiens ont fait match nul 2 partout, une victoire sur Aix 3-1. Quand on marque des points, c'est tout simplement qu'il y a 4 matchs, 4 duels. Chaque duel rapporté rapporte donc 1 point. Les Mulhousiens qui ont une équipe comme toujours assez internationale, avec l'anglais James Willstrop, 18e joueur mondial, l'espagnol Borja Golan, un jeune espoir français, Sébastien Bonmalet, et l'emblématique capitaine mulhousien Mathieu Castagnier, numéro 2 français et 28e joueur mondial. Les joueurs qui se retrouvent du coup à Mulhouse ou à l'extérieur pour les différents matchs de championnat et qui tenteront donc de reconquérir le titre national cette saison, avec pas mal chez les filles également, les Mulhousiennes qui sont ambitieuses là aussi, et les Mulhousiens qui, comme dit, malgré cette équipe internationale, ils sont habitués à se retrouver un petit peu sur l'ensemble du circuit mondial quand ils jouent en individuel. Écoutez à ce sujet Mathieu Castagnier, le capitaine mulhousien. On arrive à se voir quand même relativement souvent parce que les joueurs pros ils jouent toujours le circuit international, donc ça représente 1 ou 2 tournois par mois. Donc on se voit un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, il y a ceux qui ont été ou ceux qui sont au Pôle France d'Aix-en-Provence. Et je m'entraîne avec eux tous les jours. Donc ça permet de garder des liens et ça permet aussi d'organiser les journées et d'avoir une bonne cohésion de groupe depuis quelques années dans ce championnat-là. Une victoire et un match nul qui permettent aux Mulhousiens de remonter à la 2e place de leur poule. Il faudra tenir cette position pour jouer les playoffs, la finale à 4 du championnat. La suite du championnat, il y a une pause, là il faudra attendre le mois de mars, Marine. Mais vous nous emmenez
au handball. Oui, c'était ce week-end un match. La SVT Strasbourg recevait Noisy-Gagny, une équipe de haut de tableau. Et ce sont les Strasbourgeoises qui ont ouvert le score, les Strasbourgeoises en orange. Et ensuite, grâce aux 2 buts consécutifs d'Elisa Suarez, elle mène 3-0 dans ce début de rencontre. Il faut attendre la 8e minute de jeu pour voir leur adversaire marquer leur premier but. Vous voyez là à l'image. Noisy-Gagny parvient ensuite doucement à revenir au score. Les 2 équipes sont à égalité à la 19e minute, 7 partout. La SPTT va à nouveau ensuite les distancer de 3 buts, mais les franciliennes rattrapent leur retard avant la mi-temps. Égalité encore avec 11 partout. Et puis de retour au vestiaire, Noisy-Gagny compte bien faire valoir son statut de prétendante à la montée en D2. Cette fois-ci, ce sont elles qui mènent 2-3 buts, 11-14. Mais les Strasbourgeoises repartent de plus belle. Elles peuvent compter notamment sur leur gardienne de but, Lisa Street. 22 arrêts au total pour elle. La SPTT est alors à nouveau devant, 15-16. Et bien, comme ça l'a été durant tout le match, la rencontre bascule à nouveau l'avantage avec leur adversaire qui passe devant. Et à 5 minutes de la fin du match, les filles de Strasbourg sont menées. Et puis elles s'inclinent finalement 21-23. Elles sont actuellement 4e de la poule 2N1. Écoutez-les. Franchement, je me sens comme grandie parce que je me dis c'est que dans les matchs comme ça qu'on peut apprendre. Il n'y a pas que dans les victoires qu'il faut être content. Il faut quand même retirer du positif dans les matchs comme ça. On fait un match complet 55 minutes, on loupe les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, on se prend un 3-0. Je pense que derrière c'est un peu dur de racoler. Elles ont une belle équipe en face. On a fait ce qu'il fallait faire, on est resté dans le projet tout le match, on se prend que 22 buts, donc je trouve qu'on a fait une belle partie. Il faut vraiment le noter, il faut le souligner, les joueuses ont fait ce qu'elles avaient à faire. Allez, on va terminer cette émission en parlant roller avec notre invité Stéphanie Gocci. Tout le monde peut, à quel âge on prend les jeunes dans les clubs de roller comme vous? Tout le monde peut, à quel âge on peut commencer? Plus petit, on va dire 4 ans, s'ils sont un petit peu débrouillards, on les prend à 4 ans sans problème. Et puis on peut commencer à tout âge en fait. On a une section initiation adulte, donc on peut commencer à tout âge. Marine, il n'est pas trop tard. Il y a des limites d'âge peut-être, non? Non, pas du tout. Au championnat du monde cet été, il y avait des catégories jusqu'à plus de 60 ou plus de 70. Oui, on avait une équipe de France en plus de 70 cette année. On va voir en images simplement sur les images de course, on se rend compte évidemment ça se joue dans les jambes, on se rend compte aussi une grande gestuelle avec le haut du corps, c'est pas anecdotique du tout, enfin ça sert beaucoup à l'équilibre, à la propulsion. Ça sert beaucoup, oui, ça sert beaucoup. Alors à la propulsion pas tellement, mais surtout à l'équilibre effectivement. On a besoin à la fois d'avoir de l'équilibre et puis d'avoir un petit peu, si on a beaucoup de patineurs autour de soi, finalement c'est un petit peu comme des antennes, savoir un petit peu où ils sont, sans forcément les bousculer, mais au moins avoir une petite idée de qui est autour de moi. Est-ce qu'il y a des passerelles? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent du patin, par exemple? Ça arrive, c'est pas très fréquent. Souvent, les jeunes démarrent dans un club et puis suivent la discipline de ce club. Mais parfois, ça arrive. On a un jeune qui vient du hockey, qui va sans doute rejoindre chez nous, mais c'est pas très fréquent. Ça arrive aussi parfois de la glace vers chez nous. On a un petit qui faisait de l'artistique, qui vient d'arriver à la course parce qu'il a envie d'autre chose. Voilà. Donc il vient goûter un petit peu autre chose. Le challenge, c'est séduire aussi tous les pratiquants loisirs. Beaucoup de gens font du roller comme ça. L'idée, c'est de les amener vers une pratique sportive. C'est pas forcément encore... c'est pas le réflexe, c'est un peu comme au tennis de table. Tout le monde joue au ping-pong, mais peu vont faire de la compète. Oui, après, on n'oblige pas tout le monde à faire de la compète. Et on essaie de proposer des formats de compétition dans le calendrier qu'on leur propose, qui est adapté à la fois aux gens qui sont moins à l'aise ou qui s'entraînent qu'une fois par semaine, et à la fois à ceux qui s'entraînent 4 ou 5 fois par semaine. Championne de France, on s'entraîne combien de fois par semaine? Chez les masters comme moi, il n'y a pas besoin de s'entraîner tous les jours, mais à peu près 4 fois par semaine, quand on y arrive, c'est bien. Sinon, c'est compliqué pour suivre les autres. Et sinon, c'est du temps d'entraînement pour les jeunes. C'est du temps d'entraînement pour les jeunes, oui, effectivement, je travaille à côté, donc... Il faut pouvoir tout concilier. Là, les semaines sont chargées, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous présenter cette discipline très spectaculaire, très esthétique ce soir sur ce plateau. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Marine, merci beaucoup.